Or amitié compte trop pour moi pour la gâcher, a-t-elle dit quand je voulais plus. Alors je l'ai préservée en disparaissant et en trouvant quelqu'un qui m'être voulait vraiment, pendant qu'elle regarde mes postes de fiançailles. Je venais juste d'avouer mes sentiments à ma plus proche amie, Violet, après 2 ans de ce que je pensais être des aventures en voilier significatives et des conversations profondes sur nos objectifs de vie. Mais ces 7 mots m'ont blessé plus profondément que n'importe quelle tempête que nous avions affrontée ensemble sur la côte de Géorgie. Pendant 2 ans, nous avons développé ce rythme incroyable où, chaque samedi matin, nous nous retrouvions à préparer mon voilier de 26 pieds à la marina de Thunderbolt, vérifiant les prévisions météo et les cartes des marées avant de nous aventurer dans le labyrinthe des marais salants et des îles barrières qui rendent la côte de Savannah si spectaculaire. Je préparais ce moment depuis des mois, convaincu que nos sorties hebdomadaires sur ces eaux purent compter autant pour elle que pour moi, que la façon dont elle se confiait sur ses rêves et ses peurs pendant ses conversations à l'heure dorée, tandis que nous regardions les dauphins jouer dans notre sillage, indiquait quelque chose de plus profond que de l'amitié. Elle me parlait de ses ambitions de créer sa propre entreprise de conseil, de la façon dont elle se sentait coincée dans son poste actuel en marketing. Et je partageais mes idées sur la transition de la maintenance d'équipements à l'ingénierie marine à proprement parler, sur la conception de systèmes offshore durables qui pourraient aider à protéger les écosystèmes même que nous traversions ensemble en voilier. Quand je lui ai enfin dit ce que je ressentais lors d'une de nos sorties au coucher du soleil près de l'île de Tibet, regardant le faisceau du phare balayer l'eau qui était devenu de l'or en fusion dans la lumière mourante, son doux rejet est venu avec une explication prudente sur le fait d'avoir vu trop de liens précieux détruits par des complications amoureuses. Elle a parlé de la façon dont elle avait vu des amitiés exploser en fins amères quand les gens essayaient de forcer quelque chose qui n'était pas naturel, de relations universitaires qui avaient empoisonné des groupes d'amis entiers, et de situations de travail où des échecs amoureux avaient créé une gêne permanente. J'ai accepté sa décision avec autant de grâce que possible, lui disant que je comprenais et appréciais son honnêteté, que j'attachais trop de valeur à notre amitié pour vouloir l'endommager. Mais intérieurement, je me sentais comme si quelqu'un m'avait arraché la chaîne de l'ancre à travers la poitrine. Le retour à la marina a semblé interminable, nous essayions tous les deux de maintenir une conversation normale alors que ce changement massif pesait entre nous comme un front météorologique soudain qui avait tout changé dans le paysage. Cette nuit-là, allongé dans mon petit appartement près de l'entrepôt d'équipements marins où je travaillais comme technicien, j'ai réalisé avec une clarté douloureuse que rester à proximité de quelque chose que je ne pouvais pas avoir serait émotionnellement destructeur, comme essayer de naviguer face à un vent contraire qui ne tournerait jamais en ma faveur. Chaque samedi deviendrait un rappel de ce que j'avais espéré mais que je ne pouvais pas poursuivre. Chaque coucher de soleil partagé ressemblerait à une torture et, finalement, ma déception empoisonnerait probablement la véritable amitié que nous avions. Le lendemain matin, j'ai commencé à rechercher des postes d'ingénieur marin dans des villes côtières lointaines, parcourant les sites d'emploi pour des entreprises d'énergie éolienne offshore et des firmes d'installation de câbles sous-marins, sachant que j'avais besoin d'une distance considérable pour guérir correctement et reconnaissant que mes 5 années d'expérience dans la maintenance d'équipements marins sophistiqués pourraient en fait être précieuses quelque part loin des marais de Géorgie, qui contenait maintenant trop de souvenirs de ce que je pensais que nous construisions ensemble. J'ai passé des heures ce week-end-là à lire sur les programmes d'ingénierie des systèmes marins, les projets d'énergie renouvelable offshore du Maine au nord-ouest du Pacifique, et le développement d'infrastructures sous-marines qui me permettraient de canaliser mes compétences techniques vers quelque chose de significatif tout en mettant des milliers de kilomètres entre moi et la femme qui venait de me faire comprendre que j'avais complètement mal interprété 2 ans de ce que je considérais comme l'amitié la plus importante de ma vie d'adulte. L'ironie ne m'a pas échappé d'avoir passé des mois à planifier comment parler de mes sentiments à Violet, analysant chaque conversation et chaque moment partagé comme si je dépannais un système électrique complexe, pour découvrir que toutes mes observations minutieuses m'avaient conduit à des conclusions complètement erronées sur ce que nous représentions l'un pour l'autre. Le dimanche soir, j'avais déjà identifié 3 opportunités prometteuses sur la côte du Maine et 2 autres dans le nord-ouest du Pacifique, des postes qui me permettraient de travailler sur des technologies marines de pointe tout en construisant une nouvelle vie quelque part qui ne contenait aucun souvenir des séances de préparation du samedi matin, des conversations au coucher du soleil ou de la façon particulière dont Violet riait quand les dauphins faisaient la course à côté de notre bateau. J'ai mis en œuvre ce que j'ai appelé un retrait stratégique, réduisant soigneusement nos sorties en voilier régulières et nos rassemblements de groupes sans créer de drame ni faire en sorte que Violet se sente coupable de son choix. Parce que la dernière chose que je voulais était de devenir un de ces types qui rendent la vie d'une femme misérable simplement parce qu'elle n'a pas partagé ses sentiments. Au lieu de notre routine habituelle du samedi matin, j'ai commencé à décliner ces invitations avec des excuses crédibles concernant des projets de maintenance d'équipements à la marina, des engagements familiaux à Atlanta,
et des heures supplémentaires que mon superviseur aurait prétendument demandées pour des réparations urgentes pour un client sur des câbles de communication sous-marins endommagés nécessitant une attention immédiate. Lorsque nous nous retrouvions aux mêmes événements sociaux, je me positionnais stratégiquement à travers les pièces, engageant la conversation avec d'autres amis tout en gardant nos interactions brèves et amicales, mais sans chercher ces conversations profondes en tête-à-tête qui étaient devenues si importantes pour moi au cours des 2 dernières années. Je pouvais la voir m'observer parfois lors des dîners de groupe dans nos restaurants habituels au bord de l'eau, essayant probablement de comprendre pourquoi je semblais différent, pourquoi je ne gravitais pas vers elle comme je l'avais toujours fait auparavant. Mais je gardais mes réponses polies et superficielles chaque fois qu'elle essayait de m'entraîner dans des discussions plus significatives sur les frustrations au travail ou les projets du week-end. Tout le processus ressemblait au démantèlement minutieux d'un équipement marin complexe, retirant chaque connexion méthodiquement pour que rien ne soit endommagé dans la séparation, même si chaque interaction décontractée me rappelait ce que je perdais. Moins de 3 semaines après ma confession, j'avais décroché un poste d'ingénieur principal en système marin dans une entreprise d'énergie éolienne offshore basée à Bar Harbor, dans le Maine, après une série d'entretiens téléphoniques où mon expertise en système de câbles sous-marins et mon expérience dans la résolution des problèmes de corrosion par l'eau salée se sont avérés être exactement ce dont leur projet d'expansion atlantique avait besoin pour leur ambitieux développement de parc éolien offshore. Le responsable du recrutement semblait véritablement enthousiasmé par mon expérience en maintenance d'équipements marins et ma familiarité avec les défis techniques et environnementaux du travail en eau côtière, expliquant qu'il cherchait quelqu'un qui comprenait les réalités pratiques de l'ingénierie océanique plutôt que de simples connaissances théoriques. Le timing semblait être l'univers qui me lançait enfin une bouée de sauvetage, m'offrant à la fois la distance géographique et l'avancement professionnel dont j'avais besoin pour reconstruire ma vie autour de quelque chose d'autre que des sentiments non partagés pour quelqu'un qui avait clairement indiqué que je ne serais jamais plus qu'un ami. Lors de ma fête d'adieu, tenue à la même marina où Violet et moi avions lancé tant d'aventures en voilier, elle m'a donné un bracelet en corde nautique qu'elle avait tressé elle-même en utilisant le même motif bleu et blanc que nous avions vu sur un phare lors d'un de nos voyages à Cumberland Island. Elle m'a demandé de promettre que nous resterions en contact, peu importe la distance qui nous séparerait. Que la distance ne changerait pas l'amitié qui comptait tant pour nous deux, et je pouvais voir une véritable émotion dans ses yeux alors qu'elle parlait de la rareté de trouver quelqu'un qui comprenait vraiment son amour pour l'eau et ses rêves d'avenir. Même en la remerciant pour le cadeau attentionné et en lui assurant que nous garderions le contact, je savais que c'était probablement notre dernière conversation significative pour des années à venir, car maintenir un contact régulier ne ferait que rendre plus difficile pour moi d'aller de l'avant et de construire quelque chose de nouveau dans le Maine. Le trajet vers le nord jusqu'à Bar Harbor 2 semaines plus tard m'a donné l'impression de traverser un monde complètement différent. Laissant derrière moi le climat subtropical humide et la mousse espagnole de la côte de la Géorgie pour les rivages rocheux et les forêts de pins du nord de la Nouvelle-Angleterre, où l'air sentait le sel et les conifères au lieu de l'herbe des marais et des magnolias. J'ai passé ma dernière nuit à Savannah à emballer mon appartement et à ranger soigneusement tout ce qui me rappelait nos aventures en voilier. Des cartes de navigation que nous avions marquées ensemble à l'appareil photo étanche qui avait capturé tant de photos de coucher de soleil lors de nos excursions du week-end sur les îles Barrières. Le bracelet en corde nautique que Violet m'avait donné est allé dans une petite boîte avec d'autres souvenirs de notre amitié. Des choses que je ne pouvais pas me résoudre à jeter, mais que je savais devoir mettre hors de vue pendant que je cherchais comment construire une nouvelle identité qui ne tournait pas autour de quelqu'un qui avait clairement fait savoir que j'étais destiné à rester juste un ami. J'ai reconstruit toute mon identité à Bar Harbor en m'immergeant délibérément dans la culture côtière du Maine, rejoignant l'Alliance pour la conservation de l'île des Monts Déserts et en me portant volontaire pour des projets de nettoyage de plage qui m'ont permis de canaliser mon amour pour les environnements marins vers quelque chose de productif plutôt que nostalgique. Dès mon premier mois, je me suis inscrit à des cours de photographie de phare au collège communautaire local, j'ai commencé à suivre des comptes Instagram de la côte accidentée du Maine au lieu des scènes de marais de Géorgie, et j'ai complètement remanié ma présence sur les réseaux sociaux pour présenter les falaises de granit du parc national d'Acadia et les bateaux de homards au lieu de la mousse espagnole et des îles Barrières qui avaient défini ma vie antérieure. Mon nouveau rôle stimulant de conception de plateformes énergétiques offshore durables m'a procuré le genre d'épanouissement intellectuel que je n'avais jamais connu dans la maintenance d'équipements. Travaillant avec des équipes d'ingénierie innovantes dans le secteur des énergies renouvelables de la Nouvelle-Angleterre pour résoudre des problèmes complexes concernant l'ancrage des éoliennes dans les eaux profondes de l'Atlantique et le routage des câbles sous-marins à travers des écosystèmes marins sensibles. Le travail semblait significatif bien au-delà du simple fait de payer les factures, comme si j'utilisais enfin mes compétences techniques pour construire quelque chose qui pourrait aider à protéger les environnements océaniques que j'avais toujours aimés plutôt que de simplement entretenir des équipements pour les projets des autres.
Quand Violet a commencé à m'envoyer des SMS sur ses déceptions amoureuses avec un directeur marketing qui s'est avéré être marié et des conflits professionnels avec un nouveau superviseur qui n'appréciait pas son approche créative des présentations aux clients, j'ai répondu avec des politesses de plus en plus brèves qui accusaient réception de ces messages sans fournir l'analyse réfléchie et le soutien émotionnel qu'elle attendait clairement de notre dynamique précédente. Ces SMS arrivaient remplis de descriptions détaillées de ses frustrations et de demandes évidentes pour le genre de conversation profonde que nous avions l'habitude d'avoir lors de nos sorties en voilier. Mais je me suis retrouvé à répondre avec des phrases comme « ça a l'air stressant ». J'espère que les choses s'amélioreront, au lieu des analyses longues d'un paragraphe de ces situations que j'aurais fournies quelques mois plus tôt. 3 mois après mon arrivée dans le Maine, j'ai rencontré Sage lors d'un symposium sur la conservation marine organisé au College of the Atlantic, où elle présentait des recherches sur la protection des routes de migration des baleines à travers les zones de parcs éoliens offshore, et j'assistais à des sessions sur les techniques durables d'installation de câbles sous-marins. Notre première conversation a porté sur le défi de concevoir des infrastructures énergétiques qui pourraient coexister avec la faune marine plutôt que de la perturber, et je me suis retrouvé véritablement enthousiasmé par quelqu'un dont la passion professionnelle correspondait si parfaitement à mon intérêt croissant pour la protection de l'environnement. Contrairement aux conversations sociales auxquelles j'étais habitué à Savannah, qui tournaient souvent autour des projets du week-end et des drames au travail, Sage parlait de la recherche sur l'acidification des océans, des schémas de migration des baleines franches menacées d'extinction, et des approches innovantes pour la restauration des récifs coralliens avec le genre d'enthousiasme sincère qui m'a rappelé pourquoi j'étais tombé amoureux des environnements marins en premier lieu. Notre relation s'est développée organiquement à travers des nettoyages de plages partagés le long des rivages rocheux de l'île des Monts Déserts et des expéditions de photographie sous-marine pour documenter la restauration des forêts de varech. Se basant sur des passions environnementales mutuelles et une compatibilité intellectuelle plutôt que sur le genre de dépendance émotionnelle qui avait caractérisé mon amitié avec Violet. Sage avait cette merveilleuse façon d'expliquer des concepts océanographiques complexes qui m'a fait réaliser à quel point j'avais limité ma compréhension des systèmes marins. Parlant de tout, de la circulation thermohaline au schéma de distribution des microplastiques, avec le genre de précision scientifique qui me mettait au défi de réfléchir plus profondément à l'impact environnemental des projets d'énergie offshore que je concevais. Lorsque nous passions des week-ends à faire du kayak à travers le labyrinthe d'îles autour de Bar Harbor, nos conversations passaient sans heures de discussions techniques sur le routage des câbles sous-marins à des débats philosophiques sur la relation de l'humanité avec les environnements océaniques, créant le genre d'intimité intellectuelle dont je ne savais même pas qu'elle me manquait dans mes relations précédentes. Elle abordait la conservation de l'environnement avec la même passion méthodique que j'apportais à l'ingénierie marine. Et je me suis retrouvé véritablement enthousiasmé par quelqu'un qui pouvait discuter des implications écologiques du placement des éoliennes avec le même enthousiasme que d'autres personnes réservées au divertissement du week-end. L'hiver venu, nous passions la plupart des soirées ensemble dans son cottage près du rivage, où elle me montrait ses photographies sous-marines de plongée de recherche tandis que j'expliquais les défis techniques de l'ancrage de plateformes éoliennes massives en eau profonde sans perturber les communautés benthiques. Le contraste avec mes schémas émotionnels précédents est devenu limpide quand j'ai réalisé que je pouvais passer des journées entières sans penser à Violet ou me demander ce qu'elle faisait à Savannah. Parce que ma vie dans le Maine était devenue véritablement épanouissante de manière qui n'avait rien à voir avec la validation romantique ou les sentiments non partagés. J'ai découvert que construire une relation basée sur des valeurs partagées et une compatibilité intellectuelle était complètement différent de l'investissement émotionnel intense mais finalement unilatéral que j'avais mis dans mon amitié avec Violet. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de construire quelque chose de durable plutôt que de simplement espérer que quelqu'un me verrait un jour comme je le voyais. Mon expertise en technologie marine durable a conduit à des promotions rapides au sein de l'entreprise éolienne offshore. Passant d'ingénieur principal à chef de projet en 18 mois, car mes conceptions pour des installations de câbles sous-marins respectueuses de l'environnement se sont avérées à la fois rentables et écologiquement saines, m'offrant finalement des opportunités de coordonner des projets éoliens offshore de la baie de Fundy en Nouvelle-Écosse aux Outer Banks de Caroline du Nord. Le travail m'a amené à des conférences d'ingénierie dans tout le Nord-Est et le Canada atlantique, où j'ai présenté des recherches sur la minimisation de l'impact environnemental lors de la construction offshore et consulté d'autres entreprises d'énergie renouvelable sur l'intégration de la protection de la faune marine dans leurs plans de développement. Pendant ce temps, selon nos amis communs à Savannah, la vie de Violet s'était installée dans un cycle prévisible de relations ratées avec des hommes qui, soit ne pouvaient pas se permettre ses attentes en matière de style de vie, soit se lassaient de ses plaintes constantes concernant le travail, la stagnation de sa carrière dans la même agence de marketing où elle était coincée au même poste depuis 3 ans, et une tendance de plus en plus évidente à poser des questions sur ma vie et mon bonheur chaque fois que quelqu'un mentionnait mon nom dans une conversation.
J'ai entendu dire par des intermédiaires qu'elle avait commencé à surveiller secrètement mes publications sur les réseaux sociaux, en particulier les photos du week-end d'expédition en kayak à travers les chaînes d'îles Immaculées du Maine et les présentations de conférences professionnelles sur l'ingénierie marine durable que je partageais sur LinkedIn et Instagram. Le contraste entre nos trajectoires post-amitié est devenu nettement apparent lorsque j'ai posté des photos d'un prestigieux sommet d'ingénierie marine à Copenhague axé sur le développement des parcs éoliens de la mer du Nord, tandis qu'elle partageait simultanément une autre publication déçue sur les réseaux sociaux à propos d'un autre vendredi soir passé dans les mêmes bars du front de mer de Savannah qu'elle fréquentait depuis l'université. Entourée du même groupe d'amis discutant du même drame local qui avait défini sa vie sociale pendant des années. Ça, je trouvais toute la situation plus amusante qu'inquiétante, en particulier quand elle a remarqué le schéma de vues anonymes de stories Instagram qui apparaissait chaque fois que nous postions des photos de notre travail de conservation ou de mes réalisations professionnelles, soulignant avec une curiosité scientifique comment quelqu'un pouvait simultanément prétendre valoriser l'amitié tout en se livrant à ce qui était essentiellement du harcèlement numérique. L'ironie ne m'a pas échappé que Violet avait rejeté la possibilité d'une relation amoureuse parce qu'elle voulait préserver notre amitié, mais semblait de plus en plus incapable d'accepter que j'avais construit une vie véritablement épanouissante sans sa participation, comme si mon bonheur invalidait en quelque sorte le choix qu'elle avait fait ou remettait en question sa supposition que je resterais émotionnellement disponible comme option de secours indéfiniment. Par l'intermédiaire de notre vieil ami Marcus, qui vivait toujours à Savannah et me donnait occasionnellement des nouvelles de la ville, j'ai appris que Violet avait développé un intérêt presque obsessionnel pour ma progression de carrière et ma vie personnelle, posant régulièrement des questions détaillées sur mes responsabilités professionnelles, ma situation de logement, et si je sortais sérieusement avec quelqu'un dans le Maine. Marcus trouvait son comportement déroutant et légèrement préoccupant, me disant qu'elle mentionnait mon nom dans des conversations où ce n'était pas particulièrement pertinent, demandant s'il pensait que j'avais l'air heureux dans mes publications sur les réseaux sociaux, ou s'il avait entendu quelque chose sur ma vie amoureuse par d'autres relations mutuelles. Toute cette dynamique m'a semblé être la preuve qu'elle n'avait jamais vraiment traité la complexité émotionnelle de rejeter quelqu'un qui tenait vraiment à elle, supposant plutôt que notre amitié pouvait simplement continuer sans changement malgré le changement fondamental dans la façon dont je devais protéger mon propre bien-être émotionnel. Quand j'ai mentionné ces nouvelles à Sage lors de nos promenades du soir le long du front de mer de Bar Harbor, elle a observé avec son détachement scientifique habituel que Violet semblait éprouver ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. Incapable de réconcilier son désir de maintenir les avantages émotionnels de notre amitié avec la réalité que j'étais allé de l'avant et que j'avais construit quelque chose de mieux sans elle. Le fait que je puisse discuter de mes anciens sentiments pour Violet avec une objectivité complète, analysant ses schémas de comportement comme n'importe quel autre phénomène intéressant mais finalement sans pertinence, démontrait à quel point j'avais complètement traité et dépassé l'attachement romantique qui m'avait autrefois semblé si accablant. De retour en Géorgie, 2 ans et demi après avoir quitté la Géorgie, Violet a organisé ce qu'elle a prétendu être un voyage d'affaires dans le Maine, visitant soi-disant mon bureau dans le cadre d'un projet de conseil en tourisme côtier sur lequel elle travaillait pour son agence de marketing. Bien que je soupçonnais que le véritable objectif était d'évaluer ma situation de vie et de tester si notre ancienne dynamique pouvait être ravivée. Elle m'a contacté via LinkedIn avec un message soigneusement rédigé, disant qu'elle était dans la région pour des réunions avec des clients et se demandant si nous pouvions déjeuner pour prendre des nouvelles correctement, faisant passer cela pour une coïncidence fortuite plutôt que pour la mission de reconnaissance délibérément planifiée que c'était de toute évidence. Pendant notre déjeuner forcé dans un restaurant de fruits de mer délibérément impersonnel du centre-ville de Bar Harbor, j'ai maintenu la conversation strictement axée sur des sujets professionnels tout en mentionnant fréquemment Sage et notre travail commun de défense de l'environnement, décrivant notre récente expédition de recherche pour surveiller les populations de phoques communs autour de l'île des Monts Déserts et nos projets à venir d'assister à une conférence de biologie marine à Vancouver, où elle présenterait les résultats sur l'accumulation de microplastiques dans les écosystèmes de forêt de Varec. Violet a tenté à plusieurs reprises de diriger notre discussion vers des souvenirs nostalgiques de nos aventures en voilier, évoquant des voyages spécifiques à Cumberland Island et cette fois où nous avions été pris dans une rafale inattendue près de Sapelo Sound. Mais j'ai constamment redirigé la conversation vers des sujets liés au travail et aux projets actuels, indiquant très clairement par mon utilisation constante de nous et notre en discutant des projets futurs que Sage et moi étions un partenariat permanent plutôt qu'une relation amoureuse occasionnelle. Je pouvais la voir devenir de plus en plus frustrée alors que ses tentatives de recréer notre ancienne intimité tombaient à plat face à ma politesse professionnelle, en particulier quand j'ai mentionné que Sage et moi collaborions sur un article de recherche sur l'intégration de la protection de la faune marine dans la conception de parcs éoliens offshore qui conduirait probablement à plus de présentations de conférences et d'opportunités de conseil à travers la Nouvelle-Angleterre. Après 1 heure de tentatives infructueuses pour raviver le moindre semblant de notre ancienne connexion,
elle a semblé véritablement choquée quand je me suis excusé pour un appel vidéo avec un client concernant un problème urgent de routage de câbles en Nouvelle-Écosse, indiquant clairement que j'avais des obligations professionnelles urgentes et que je ne suggérerais pas que nous nous revoyions avant son retour en Géorgie. Toute l'interaction donnait l'impression de regarder quelqu'un essayer de redémarrer une machine qui avait été définitivement arrêtée et réaffectée à des fonctions complètement différentes. Et j'ai réalisé avec satisfaction que je ne ressentais absolument rien d'autre qu'un léger désagrément d'avoir mon après-midi perturbé par quelqu'un qui était devenu essentiellement une étrangère aux traits familiers. Moins d'une semaine après son retour à Savannah, elle a commencé à envoyer de longs messages textes remplis de souvenirs spécifiques de notre amitié et d'allusions de plus en plus évidentes qu'elle aurait pu faire une erreur en n'explorant pas quelque chose de plus profond entre nous, des messages que j'ai lus avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui examine de vieux dossiers d'un travail qu'il a quitté des années plus tôt. Ces SMS arrivaient à des moments aléatoires tout au long de la semaine, commençant par des nouvelles apparemment innocentes sur des amis communs avant de passer à des réminiscences détaillées de nos sorties en voilier, des conversations spécifiques que nous avions eues sur nos rêves d'avenir, et des observations sur à quel point sa vie était devenue différente depuis que j'avais déménagé. Elle mentionnait comment elle était passée devant la marina où nous lancions mon voilier et à quel point cela semblait vide sans visage familier, ou comment elle avait vu un documentaire sur l'énergie éolienne offshore et avait pensé aux projets sur lesquels je travaillais dans le Maine. Les messages semblaient de plus en plus désespérés dans leur tentative de recréer une intimité émotionnelle à travers la nostalgie partagée, comme si elle croyait que me rappeler notre histoire réactiverait d'une manière ou d'une autre des sentiments que j'avais traités avec succès et dépassés des années plus tôt. Je me suis retrouvé à montrer ces messages à Sage, non pas par inquiétude ou confusion, mais avec le genre de fascination anthropologique que l'on pourrait avoir en observant un comportement qui illustrait parfaitement des schémas psychologiques dont on avait lu des choses mais qu'on n'avait jamais vues de première main. Sage les lisait avec un intérêt scientifique, soulignant les techniques de manipulation intégrées dans des observations apparemment anodines et la manière dont Violet testait systématiquement différentes approches émotionnelles pour évaluer ma réactivité. L'aspect le plus révélateur de ces communications n'était pas leur contenu, mais leur timing. Arrivant constamment lorsque Violet parcourait probablement mes publications sur les réseaux sociaux concernant mes réalisations professionnelles ou mes activités du week-end avec Sage, comme si mon bonheur visible déclenchait un besoin immédiat de réaffirmer sa présence dans ma vie. Quand j'ai mentionné ce schéma à Sage lors d'une de nos séances de kayak en soirée autour des îles près de Bar Harbor, elle a observé que Violet semblait éprouver une forme de jalousie rétroactive. Ne me voulant pas nécessairement sur le plan romantique, mais incapable d'accepter que quelqu'un qu'elle avait classé comme une ressource émotionnelle fiable avait réussi à construire une vie épanouissante qui ne l'incluait pas. Toute la situation est devenue une étude de cas sur la façon dont certaines personnes ont du mal à comprendre que l'amitié n'est pas la propriété. Que choisir de se protéger de l'indisponibilité émotionnelle ne vous rend pas vindicatif ou fermé, mais juste assez conscient de vous-même pour reconnaître quand une dynamique est devenue insoutenable. Le contraste entre les tentatives de plus en plus frénétiques de Violet pour réaffirmer sa présence dans ma vie et le rythme stable et confortable que Sage et moi avions développé a rendu limpide que j'avais fait le bon choix en quittant la Géorgie quand je l'ai fait, plutôt que d'essayer de maintenir une amitié qui aurait lentement empoisonné ma capacité à reconnaître et à construire des relations saines avec des gens qui appréciaient réellement ce que j'avais à offrir. Le jour de mon anniversaire, exactement 3 ans après avoir quitté Savannah, Violet a envoyé un message soigneusement rédigé qui est arrivé à 7 heures du matin. À temps pour m'attraper avant que je ne commence ma journée, et rempli de références spécifiques à notre souvenir commun d'avoir été pris dans un orage soudain lors d'une sortie en voilier à Little Tibet Island, où nous nous étions abrités dans une petite crique et avions passé 2 heures à parler de nos rêves en attendant que le temps s'éclaircisse. Le message exprimait à quel point il lui manquait d'avoir quelqu'un dans sa vie qui comprenait vraiment son esprit d'aventure et son désir d'explorer au-delà des limites familières de la routine quotidienne. Quelqu'un qui partageait son appréciation pour la beauté imprévisible du temps côtier et la façon dont les tempêtes pouvaient transformer des après-midi ordinaires en aventures mémorables. Elle a écrit sur le sentiment d'être coincée dans des schémas qui ne servaient plus sa croissance, entourée de gens qui préféraient une prévisibilité sur au genre d'exploration spontanée qui avait défini nos sorties en voilier du week-end. Et elle a terminé par de subtiles suggestions de se reconnecter correctement lorsque son emploi du temps de travail permettrait une visite plus longue dans le Maine. Des allusions qui étaient clairement conçues pour paraître désinvoltes tout en touchant chaque corde sensible dont elle pouvait se souvenir de nos conversations passées sur le fait de se sentir compris et apprécié. J'ai lu le message 2 fois en buvant mon café du matin dans la cuisine du cottage que Sage et moi partagions depuis 8 mois, je n'ai absolument rien ressenti d'autre qu'une légère irritation face à la tentative de manipulation transparente. Et j'ai rangé mon téléphone sans répondre pendant que nous passions l'après-midi à regarder des bagues de fiançailles chez Arbor Jewelry, une décision que j'envisageais depuis des semaines. Alors que notre relation avait naturellement progressé vers un engagement plus profond, le timing semblait presque surréaliste,
recevoir des messages sur des aventures passées et une connexion émotionnelle tout en planifiant activement un avenir avec quelqu'un qui représentait tout ce que j'avais appris que je voulais réellement chez un partenaire. Quelqu'un dont l'amour semblait stable et choisi, plutôt que désespéré et conditionnel. Quand j'ai posté une story Instagram de nos mains entrelacées sur un présentoir rempli de bagues de fiançailles sur le thème marin, avec des motifs de nœuds celtiques et des montures incorporant du verre de mer et des perles, avec une simple légende qui disait « de grandes décisions à venir ». La réponse de nos amis du Maine a été immédiate et enthousiaste, remplie d'émojis en forme de cœur et de commentaires excités sur à quel point nous étions parfaits ensemble. En moins d'une heure, cependant, mon téléphone a commencé à vibrer avec des appels entrant du numéro de Violet, des appels que j'ai laissés aller sur la messagerie vocale pendant que Sage et moi continuions à discuter des styles de bagues et à planifier le lieu de demande en mariage parfait quelque part le long de la spectaculaire côte rocheuse du Maine. Les messages vocaux qu'elle a laissés sont devenus de plus en plus désespérés et incohérents au fil de la soirée, commençant par des vœux d'anniversaire décontractés qui ont rapidement dégénéré en monologues décousus sur le désir de vraiment renouer et comment elle avait beaucoup pensé à nous ces derniers temps, des messages qui révélaient à quel point mon bonheur visible avec quelqu'un d'autre avait perturbé le fantasme qu'elle entretenait sur notre ancienne amitié et ma disponibilité émotionnelle continue. Dans le dernier message vocal, laissé vers minuit, sa voix portait un ton de panique à peine contrôlé alors qu'elle parlait de comment elle avait toujours supposé que nous nous retrouverions un jour, que la distance et le temps séparés n'avaient été qu'une phase temporaire qui se résoudrait naturellement lorsque nous serions tous les deux prêts pour quelque chose de plus profond que l'amitié. Elle a mentionné avoir fait des rêves sur nos aventures en voilier et se réveiller convaincue qu'elle avait fait une terrible erreur 3 ans plus tôt en n'étant pas assez courageuse pour explorer la possibilité romantique entre nous. Admettant qu'elle avait rejeté mes sentiments non pas parce qu'elle ne les partageait pas, mais parce qu'elle avait été terrifiée de perdre la sécurité émotionnelle que notre amitié lui procurait. La confession semblait à la fois validante et complètement sans pertinence. Une confirmation que mes instincts sur notre dynamique avaient été exacts, mais arrivant phare trop tard pour avoir une quelconque importance significative. J'ai fait écouter les messages vocaux à Sage le lendemain matin pendant que nous préparions le petit déjeuner ensemble, et elle a écouté avec le même détachement fasciné qu'elle apportait à l'étude des perturbations des écosystèmes marins. Observant que la réaction de Violet illustrait parfaitement comment certaines personnes ne reconnaissent la valeur que lorsqu'elles perçoivent qu'elle est sur le point de leur devenir indisponible. Sage a souligné que Violet avait été à l'aise avec le statu quo tant qu'elle croyait que je restais émotionnellement accessible comme option de secours, mais que mon engagement évident à construire un avenir avec quelqu'un d'autre avait brisé sa supposition qu'elle pouvait maintenir un contrôle indéfini sur ma disponibilité émotionnelle. Toute la situation a renforcé à quel point ma vie était devenue plus saine depuis que j'avais quitté la Géorgie, entouré de quelqu'un qui appréciait ma dévotion plutôt que de la prendre pour acquise, qui me valorisait plutôt que de me maintenir dans un flou émotionnel, et qui comprenait que le véritable amour implique de se choisir activement l'un l'autre plutôt que de simplement accepter l'attention qui semble commode. Ce soir-là, alors que Sage et moi marchions le long du rivage éclairé par la lune près du phare de Bass Harbor, discutant des lieux de mariage potentiels et de la logistique du calendrier, j'ai réalisé que les appels téléphoniques désespérés de Violet avaient en fait servi de contraste parfait pour souligner à quel point j'avais complètement dépassé la personne que j'étais 3 ans plus tôt. Quelqu'un qui avait été prêt à accepter des miettes de disponibilité émotionnelle de la part de quelqu'un qui le voyait comme une source de soutien fiable plutôt que comme un véritable partenaire romantique. La femme dont le rejet m'avait autrefois semblé dévastateur n'était devenue rien de plus qu'un rappel de combien j'avais grandi et de combien ma vie s'était améliorée depuis que j'avais choisi de prioriser ma propre santé émotionnelle plutôt que de maintenir une connexion qui n'avait jamais été aussi significative, pour elle qu'elle l'était pour moi. J'ai complètement bloqué le numéro de Violet le matin après son marathon de messages vocaux de minuit et j'ai passé cette soirée à rechercher des lieux de phare le long de la côte du Maine parce que j'avais décidé exactement comment je voulais faire ma demande à quelqu'un qui ne m'avait jamais fait douter de ma valeur ou me demander si mes sentiments étaient réciproques. La décision a semblé être l'étape finale d'un processus qui avait commencé 3 ans plus tôt, lorsque j'avais reconnu que rester émotionnellement disponible pour quelqu'un qui ne pouvait pas offrir la même chose en retour empoisonnait lentement ma capacité à reconnaître une véritable compatibilité lorsqu'elle apparaissait dans ma vie. 6 semaines plus tard, lors d'un parfait coucher de soleil de novembre au phare de Portland Head, avec la tour blanche emblématique brillant dans la lumière de l'heure dorée et des vagues s'écrasant de façon spectaculaire contre le rivage rocheux en contrebas, j'ai demandé Sage en mariage alors que des phoques comme un jouet dans les vagues et qu'une paire de cormorans étaient perchés sur les rebords de granit à proximité. Son acceptation immédiate est venue à travers des larmes de pure joie plutôt que de surprise ou d'obligation, me disant qu'elle espérait que je le demanderais et qu'elle avait planifié son propre discours sur le désir de construire une vie ensemble axée sur la conservation de l'environnement et le genre de partenariat intellectuel qui nous rendait tous les deux meilleurs dans le travail que nous aimions.
Notre annonce de fiançailles consistait en une simple photo de la main de Sage dans la mienne avec le phare emblématique en silhouette contre le ciel du coucher de soleil en arrière-plan, accompagné d'une légende sur le fait de trouver son partenaire de conservation parfait qui a immédiatement reçu des réponses enthousiastes de nos amis du Maine et de nos collègues de l'environnement qui nous avaient vu construire quelque chose de véritablement solide ensemble au cours des 2 dernières années. La photo capturait tout ce qui comptait dans notre relation, la beauté naturelle de la côte du Maine dont nous étions tombés amoureux séparément et ensemble, l'élégance discrète qui caractérisait la façon dont nous abordions à la fois notre travail et nos vies personnelles, et le sens du partenariat qui s'était développé organiquement à travers des valeurs partagées plutôt que des gestes romantiques forcés ou de la manipulation émotionnelle. Selon Marcus, notre ami commun de Savannah qui avait maintenu un contact lâche avec notre ancien cercle social, la nouvelle a atteint leur groupe en quelques heures à travers le réseau interconnecté de connexions sur les réseaux sociaux et de connaissances mutuelles qui liaient encore ma vie actuelle à ma vie précédente. Il m'a dit plus tard que Violet avait apparemment créé plusieurs faux comptes de médias sociaux pour analyser chaque détail de nos annonces de fiançailles, puisqu'elle avait été bloquée de mes profils réels, passant ce qu'il a décrit comme un temps embarrassant à essayer de décoder la signification derrière notre choix de lieu de phare, le style de bague que j'avais choisi, et la formulation de notre légende sur le partenariat de conservation. Tout le scénario m'a semblé à la fois pathétique et une preuve fascinante de quelqu'un qui s'était convaincu qu'elle méritait toujours d'avoir accès à des informations sur ma vie, bien qu'elle ait clairement indiqué des années plus tôt qu'elle n'avait aucun intérêt pour autre chose que l'amitié, et qui ne pouvait pas accepter que j'avais réussi à construire exactement le genre de relation significative qu'elle prétendait valoriser mais qu'elle n'avait jamais été prête à risquer de poursuivre avec moi. Marcus a mentionné que lorsqu'il m'avait félicité pour les fiançailles lors d'un de nos appels téléphoniques occasionnels, Violet avait apparemment entendu une partie de la conversation depuis l'autre bout du restaurant où il dînait avec des amis communs et avait passé le reste de la soirée à poser des questions de plus en plus désespérées pour savoir s'il pensait que j'avais l'air vraiment heureux ou si ma relation avec Sage ressemblait à quelque chose qui durerait à long terme. L'ironie de quelqu'un qui avait rejeté la possibilité d'une romance parce qu'elle appréciait trop notre amitié pour la risquer, et qui était maintenant obsédé par mon succès romantique avec quelqu'un d'autre, ne m'a pas échappé. Et je me suis retrouvé véritablement reconnaissant d'avoir eu la sagesse de me retirer de son orbite émotionnelle avant que son incapacité à traiter le rejet ne puisse endommager ma capacité à reconnaître et à apprécier un partenariat authentique lorsqu'il est finalement apparu. Quand Sage et moi avons commencé à planifier notre mariage pour le mois de septembre suivant, choisissant un lieu de cérémonie au jardin des Azalées d'Astico à Northeast Harbor avec une réception surplombant la baie des Français, je n'ai ressenti que de la satisfaction quant à la transformation complète de ma vie depuis mon départ de Géorgie, entouré d'amis qui célébraient notre bonheur plutôt que de le surveiller à la recherche de signes de vulnérabilité ou d'échec. Le contraste entre construire un avenir avec quelqu'un qui me choisissait activement chaque jour et la dynamique épuisante d'espérer que quelqu'un verrait un jour ma valeur n'aurait pas pu être plus frappant. Et j'ai réalisé que le rejet de Violet avait en fait été le plus grand cadeau qu'elle aurait pu me faire, me forçant à découvrir ce que je méritais vraiment plutôt que de me contenter des miettes émotionnelles que quelqu'un d'autre était prêt à offrir. Les quelques nouvelles que j'ai reçues de sa vie par le biais de nos relations mutuelles dépeignaient l'image de quelqu'un toujours coincé dans les mêmes schémas qu'il avait définis 3 ans plus tôt. Enchaînant les relations avec des hommes qui, soit ne pouvaient pas se permettre ses attentes en matière de style de vie, soit se lassaient de son besoin constant de validation. Toujours travaillant au même poste en marketing sans avancement de carrière clair. Et apparemment, posant toujours des questions sur mon bonheur chaque fois que mon nom était mentionné dans une conversation, comme si surveiller mon succès pouvait d'une manière ou d'une autre changer les choix qu'elle avait faits ou les opportunités qu'elle avait manquées.